On repart, les amis. On va reparler de l'Europe dans un instant, mais je voulais juste, François, parce que c'est un boulot que vous avez fait, que j'ai trouvé très intéressant, autour du télétravail. C'est un boulot réalisé par Temps Nouveau, c'est ça, hein, Temps Nouveau et Via Voice pour voilà. l'exploratoire Sopra Steria. Les petits patrons n'y arrivent pas, quoi. Sur le télétravail. Voilà, oui, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Oui. Donc, vous avez sondé, enfin, petit patron, puisque vous n'êtes pas descendu en dessous de 20. Hein, oui, c'est ça. De 20 à 100, mais même de 20 à 100. Donc, ils sont qu'un tiers à avoir proposé du télétravail. Et les 2 tiers qui ne le font pas, j'ai bien aimé le truc, n'ont absolument aucune intention de le faire. Oui, c'est très juste. Alors, en revanche, dans les grandes entreprises, là, on est à plus de 80% d'adhésion et de mise en œuvre du télétravail. Si je peux me permettre, j'ai juste envoyer un petit message. Les gars, quand même, vous avez un problème d'attractivité d'une manière générale. Donc là, vous allez renforcer encore le problème d'attractivité que vous avez déjà. Parce que les gens, ils en veulent, eux, du télétravail. C'est assez clair. Oui, non, mesuré, mais au moins 2 jours par semaine. Enfin voilà, il y a... Oui, c'est vrai. Non, mais il y a plusieurs sujets. Je pense qu'il y a le sujet d'abord de ce qui fait une entreprise, au fond. C'est-à-dire en se disant, si on est une petite équipe, on est 20-30, il y a l'idée, fausse ou vraie, peu importe, mais qu'au fond l'entreprise tourne mieux si on est en présence plutôt qu'en télétravail. Et puis surtout, il y a d'autres choses, parce que dans cette enquête raconte quand même pas mal d'histoires sur la manière dont les dirigeants d'entreprise voient leur entreprise dans les années qui viennent. Et il y a de fortes aspirations à promouvoir du travail en équipe, à faire du lien, à hybrider un petit peu les compétences dans l'entreprise, même si c'est une entreprise, etc. Et je crois que tout ça, ça n'est pas uniquement, je veux dire, c'est que c'est pas le télétravail, c'est pas uniquement se dire est-ce qu'on est chez soi ou au bureau, c'est aussi peut-être pour une partie des dirigeants, comment est-ce qu'on peut être plus efficace et au fond faire mieux tourner l'entreprise en faisant le pari que les gens seront plus en harmonie en étant sur place qu'en étant à distance. Voilà. Je crois qu'il y a quand même des préventions dans une partie des entreprises sur l'idée que la distance, au fond, le fait d'être ailleurs, freine la capacité à hybrider, à rencontrer, à échanger, etc. quoi. Les mecs sont à côté de la plaque. Enfin, pardon, hein, mais évidemment que... Mais si tu passes à côté de la transformation profonde que vit, alors sans doute 2-3 générations, pas nous, on est trop vieux, mais 2-3 générations, dans le rapport au travail, dans l'équilibre vie familiale, vie de travail, dans le rapport à l'entreprise. Si tu passes à côté de ça et si tu crois que tu peux faire comme s'il ne s'était rien passé... Après, il faut faire attention, parce que sur les petites entreprises, on peut avoir des artisans, des grands commerces... Mais bien sûr. Donc, tous des métiers qui ne sont pas télétravaillables. Et donc c'est une des raisons. Et donc, tu ne veux pas te gratter la tête pour savoir comment est-ce que tu vas rétablir... Parce que oui, évidemment, tu vas mettre tes fonctions support en télétravail et il va y avoir une forme d'inéquité par rapport à ceux qui sont obligés d'être à l'atelier, qui sont obligés d'être au magasin. Gratte-toi la tête, trouve une solution pour essayer de rétablir cette équité. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'on n'a pas le choix, t'as pas le choix. Sinon, déjà que tu as du mal à attirer les gens dont tu as besoin. Ouais. Mais tu sais, il y a un chiffre qui, moi, m'a frappé la semaine dernière. Je l'ai découvert il y a 12 jours. La population active féminine a augmenté en Grande-Bretagne grâce au télétravail. 1,8% d'augmentation de la population active féminine. 8% des mères de famille ont repris le travail ou travaillent plus. 3% des femmes sans enfants ont repris le travail ou travaillent plus. C'est une force de travail supplémentaire que tu n'avais pas, il faut la saisir. Enfin voilà, c'était... Ensuite, on a, au-delà de tout ce qu'on a dit là, on a clairement une partie des dirigeants d'entreprises, certes minoritaire, mais enfin quand même, qui est réfractaire à l'idée du télétravail. Mais oui, c'est un dévoiement de la vie de l'entreprise, etc. Ce qui m'a fasciné, je crois que c'est la proportion, c'est 90 ou 95% qui n'ont absolument pas l'intention. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se poser la question. Voilà. Et pardon de vous le dire, mais je pense que c'est une lourde erreur. Et probablement, enfin moi je peux parler d'une organisation qui est assez petite, qui est la nôtre. Nous, on a la capacité, grâce au télétravail, en fait, d'attirer des talents où qu'ils soient. Ce qui avant était l'apanage des grands groupes. Il y avait des bureaux un petit peu partout, des représentations, et donc on ne pouvait pas travailler s'il n'y avait pas une implantation. Donc c'était impossible pour des PME, des petites organisations, des fondations comme la nôtre. Aujourd'hui, on attire les talents où qu'ils soient, et donc finalement l'avantage des grands groupes est en train de disparaître, même aussi là-dessus. Donc c'est un vrai facteur qui permet d'attirer des talents. Je crois que toutes les PME, les ETI en ont absolument besoin. Ça tient beaucoup à des cultures d'entreprise aussi. Moi, je vois des différentes entreprises
avec lesquelles on est en relation, certaines depuis longtemps, avant même la pandémie, considèrent que le télétravail, ça pose pas de problème, etc. D'autres considèrent qu'il y a des réflexes de présentiel. C'est vrai que ça infuse souvent du top management, au fond. Mais bien sûr. Voilà. Donc c'est compliqué, c'est plus compliqué que ça Et n'en on a n'a l'air. pas trouvé la bonne balance. On n'a pas trouvé la bonne balance parce que pour garder la créativité, on l'aura pas. Regarde, des gens de débat, Mais bien sûr. l'avoir uniquement on n'a pas les interactions. Impossible. Tout le monde est d'accord là-dessus, le full télétravail. Je crois Donc que là, il y a personne beaucoup de n'en est recherches d'accord. aussi à faire encore sur Bien c'est sûr. quoi Mais c'est un peu comme quand il y avait eu les réformes El Khomri, réformes Pénicaud, les grandes réformes autour du droit du travail. C'est en plus, je pense, une occasion, mais c'est aussi parce que le patron peut-être n'ose pas, mais c'est une occasion de mettre tout le monde autour de la table. Oui. Vous êtes 20, 30, 40, 50, quelle occasion vous avez de vous mettre, alors là, c'est peut-être un peu compliqué, Covid, tout ça, machin, mais enfin, on voit bien ce que je veux dire. Et tout à coup, de refaire justement un pacte d'entreprise ensemble. Enfin, Oui. Mais c'est peut-être. c'est une occasion à saisir. Moi, voilà, c'est pour ça que j'ai été très intéressé par cette proportion. C'est très vrai. je voulais Mais en qu'on en effet, parle. c'est pas, comment dire, c'est un pari, c'est un risque aussi dans une partie d'entreprise. Bien sûr. C'est un monde idéal où on se met autour de la table et puis on discute. Bien sûr. Mais ça peut être aussi une source de difficultés nouvelles, d'interrogations nouvelles, salutaires à moyen terme, mais à court terme en disant si vous êtes patron. Tout dépend aussi de la santé financière de l'entreprise, j'ai envie de dire. Parce que si vous êtes sur un business relativement pérenne, etc., pour dire on organise les choses, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se disent qu'est-ce que je fais demain, comment j'organise demain. Et donc c'est un mélange, je pense, de réflexes culturels, de conjoncture, de situation. Et puis parfois aussi de capacité ou d'envie d'aborder les temps qui changent, d'une certaine manière. Mais en effet, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet parce qu'il peut y avoir une distorsion entre des aspirations, surtout dans les métiers en tension, entre ce dont les gens ont envie et puis ce que proposent les entreprises. Ben oui, mais là, ce sont les salariés qui ont le pricing power. Voilà, c'est eux qui. Voilà, il y a une crise de compétences. Ça va pas. Bon, enfin bref. Tiens, juste un mot là-dessus d'ailleurs, ce qui va nous ramener un tout petit peu à l'Europe, parce que je le sais, beaucoup justement de ces, alors pas forcément petits patrons, mais des inquiétudes sur le PGE et sur les temps de remboursement, etc. et tout. Donc la CPME d'ailleurs a publié une espèce de livre blanc, pardon. Sur ce que pourrait faire l'Europe autour des petites entreprises. Et je dois vous dire que ça m'avait échappé. C'est Bruxelles qui doit valider ou pas le fait qu'on puisse donner 2 ans supplémentaires pour les PGE. Ce que, évidemment, Bruno Le Maire veut faire, ce que les banques peuvent faire sans aucun problème. Mais c'est Bruxelles qui doit valider. Bruxelles l'a fait pour Air France. Air France a 2 ans supplémentaires. C'est pas clair dans l'esprit de tout le monde. Et tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire, s'ils avaient le malheur de refuser aux petites entreprises françaises un délai supplémentaire, là, on prendrait un coup quand même, je pense. Enfin voilà, je tenais juste à... Parce que j'ai appris ça, je n'avais pas en tête cet élément d'information que ça doit être validé par Bruxelles parce que ça fait partie effectivement de subventions publiques. C'est une forme de subvention publique donnée à l'ensemble des entreprises. Bon, là, il faut reconnaître quand même à l'Europe d'avoir été assez pragmatique sur toute Oui. Non, mais je ne doute pas qu'elles le feront. Mais en fait, j'avais une discussion avec notamment... dans le bâtiment, ils ont quand même été lourdement impactés et maintenant ils courent derrière les hausses de coûts, renégociation d'un certain nombre de contrats. Enfin, en termes de trésorerie, c'est assez important pour eux. L'activité va bien, mais la trésorerie est challenging. Et je leur disais, mais vous imaginez pas une seconde après tout ce qu'ils ont fait que Bruno Le Maire va exiger un remboursement du PGE. Ça dépend pas de lui. Ça dépend pas de lui. On parle de Digital Service Act. André, parce que donc tu as écrit un point de vue dans les Échos qui m'a beaucoup intéressé. Ou si je comprends bien, donc Digital Service Act, je l'ai écrit d'ailleurs pour aller vite, l'accès à une information fiable et censurer les contenus illicites. Donc c'est un règlement européen qui va organiser ça. Et tu dis tel que c'est en train de s'organiser, en fait, ce sont les plateformes. On va déléguer aux plateformes le droit de savoir ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. C'est ça qui t'inquiète là. Oui, alors ça part, je pense, à nouveau d'un bon sentiment, de responsabilisation des acteurs. Exactement. Sauf que là, on est en train quand même de parler d'application de la loi. Et donc, dans le texte tel qu'il est proposé, donc ce Digital Services Act, qui passe au Parlement européen la semaine prochaine, donc on est en plein dans le sujet, eh bien, on déléguerait en fait à ces plateformes la capacité de s'auto-réguler. Elles vont probablement le faire. Et aujourd'hui, la plupart des plateformes le font d'ailleurs, parce qu'elles sentent bien que si elles ne le font pas, c'est leur existence même qui est menacée. Sauf que ça pose un sujet juridique et d'état de droit absolument fondamental. C'est qu'en fait, on est en train de donner à ces plateformes un droit
finalement juridique qui est sur la liberté d'expression. Sur la liberté d'expression. Et elles sont américaines, ne l'oublions pas. Oui, donc et alors on délègue en fait complètement la liberté d'expression des citoyens européens. Ça peut aller encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de sujets qui remontent à la surface, la haine en ligne, etc., que ce n'est pas possible de le faire manuellement, sauf à employer des milliers ou des dizaines de milliers de personnes. Donc on va forcément automatiser tout ça. Ouais. Donc ça va être des algorithmes qui vont prendre le contrôle. À nouveau, c'est pas forcément un problème de l'automatisation en soi n'est pas mauvaise. Parfois les algorithmes ont moins de biais que vous et moi. Donc ça, c'est pas un sujet en lui-même, ça dépend des données qu'on met dans cet algorithme pour l'entraîner, mais ça pose un problème fondamental. Et là aussi, le sujet n'est pas de dire que c'est bien ou c'est mal, mais il faut en être conscient. Et je trouve que dans le débat aujourd'hui, le vrai risque avec ces sujets européens, c'est que on découvre dans 1 an, dans 2 ans, et là on est à un retour de balancier, en ayant un grand mouvement qui dise mais qu'est-ce que c'est que cette Europe qui finalement a délégué à d'autres. Ensuite, très intéressant. Dernier point, ces plateformes aujourd'hui mènent la danse. On va en parler aussi des annonces de Facebook. C'est qu'aujourd'hui, c'est elles qui imposent l'agenda européen sur le digital. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention. On est en train de voir petit à petit les sujets d'innovation, les sujets d'état de droit glisser à des États, et j'appelle ça des États, je fais un lapsus révélateur, à des organisations qui en fait deviennent de fait des organisations étatiques, mais sans le contrôle démocratique. C'est ce mot que j'adore de corporations. Hein, la contraction de corporation et nations, et c'est ça, et on fait tout pour... Et on fait tout pour. Les dirigeants de ces groupes continuent à être reçus avec des tapis rouges. On hésite à véritablement aller contre elles parce qu'elles ont un poids... et je suis sûr que vous pourrez en parler, de plus en plus important aussi dans l'élaboration de la pensée politique. On commence à comprendre qu'en fait, ces plateformes, elles créent des silos et ne permettent finalement assez peu le dialogue entre différentes parties de la société. Ça, on le connaît depuis pas mal d'années. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement contre ? Très intéressant, hier était lancé le sommet de la démocratie voulu par Joe Biden. Et il y avait une session à laquelle on a un tout petit peu contribué qui était sur en quoi la technologie peut être une réponse pour renforcer les démocraties. En quoi, alors la technologie ne va pas tout régler, mais en quoi on peut éviter la censure, en quoi on va contre ce phénomène de chambre de résonance, en quoi la technologie peut éviter que la reconnaissance faciale devienne un outil de... Donc la technologie est un risque, mais elle peut être peut-être une solution. Sûr. Je trouve que c'est quand même incroyable que ce soit à nouveau à Washington, que ce soit les Américains qui s'emparent de ce sujet, et où sont les Européens. Nous, on veut réguler. Le problème de la régulation, c'est qu'on est toujours en défensif. Et on est toujours un cran en retard. Il faut probablement le faire, mais il faut penser aussi à l'offensive et comment est-ce qu'on crée le monde qu'on souhaite et ne plus le subir. Mais tu mets le doigt là sur un truc dont je n'avais pas conscience. Cette histoire de Digital Service Act, j'avoue qu'effectivement... Oui, alors je partage assez ces craintes. C'est au cœur de tes réflexions, toi aussi. Oui. Puis est-ce qu'il y a 1000 sujets ? Non, il y a plusieurs choses. Ce qui est très frappant d'abord, c'est que quand on regarde les déclarations de Thierry Breton, parce que c'était lui qui est à la manette sur ces sujets-là, son argument principal, précisément, est celui de la restauration de la souveraineté européenne. C'est ça. Bon. C'est pas uniquement les libertés, c'est pas uniquement la liberté d'expression. Son sujet, c'est reprendre la main, en gros, sur les grandes plateformes, etc. Mais, en effet, de manière un peu inattendue, par une sorte de pirouette, ça conduit... Alors, ce ne sont que des hypothèses, parce que les décisions finales ne sont pas prises, vous le rappelez. À nouveau, ça passe au Parlement. Si cette reprise en main de la souveraineté européenne conduit à dire aux plateformes, au fond, débrouillez-vous pour faire de la régulation, du coup, la souveraineté européenne est un petit peu... Bon, alors, il y a quand même quelque chose d'un peu plus subtil, qui est la référence souhaitée, dans l'état actuel des réflexions, à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que j'ai lu aussi. J'ai lu extrêmement de textes pour le plaisir de cette émission, après avoir lu le contrat de gouvernance allemand. Donc cette charte des droits fondamentaux, elle est très intéressante, mais elle est extrêmement flottante. En gros, ça renvoie à des grands principes généraux. Ne pas humilier, respecter la dignité humaine, ne pas blesser les gens, etc. Tout ce qui est tout à fait louable, bien entendu. Mais en interprétation, ça peut donner lieu à des marges d'appréciation de la part des plateformes extrêmement... Qu'est-ce que veut dire respecter la dignité humaine ? C'est l'origine du monde de Courbet censuré sur Facebook, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Exactement. Et l'autre argument qui est très... Alors là, je ne sais pas comment... Le dernier point, je pense, qui est très sensible, c'est la manière dont on préserve, au fond, les libertés des personnes les plus faibles. Parce que c'est vrai que sur des plateformes, il peut y avoir... C'est le sujet dont on parle, de la haine en ligne, du harcèlement. Et il y a des gens qu'il faut protéger contre ce harcèlement. Mais à quel moment
on décrète qu'une personne est en mesure ou non de réagir du harcèlement, et à quel moment on décrète qu'un harcèlement est considéré comme infamant, trop blessant, et donc doit de ce fait être immédiatement arrêté. Est-ce que c'est quoi, 2 remarques, 3 remarques, sur quel ton, etc. Donc on est là sur quelque chose qui est assez vertigineux. Ce qui est assez vertigineux, c'est au fond le fait qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde sur l'existence d'un problème. Il faut réguler. Bon, vous savez, il y a cette vieille devise qui n'a plus le cours. Autrefois, on disait les États-Unis innovent, la Chine copie et l'Europe régule. Donc l'Europe régule. Bon, c'est moins vrai aujourd'hui parce que la Chine ne copie plus, etc. mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que l'Europe, elle continue à réguler. On régule. Ouais. Bon, mais tout ça est très bien. Et tout ça est justifié. Hein. Il ne s'agit pas de remettre en cause les finalités. Mais en effet, l'angle qui est pris, qui serait celui, en effet, d'une responsabilité directe des plateformes et de leur capacité à, au fond, avoir des référents qui puissent agir, alors de manière, en effet, automatisée, digitalisée, avec des algorithmes, ou alors avec des personnes réelles, le schéma devient vertigineux parce qu'on sort, en effet, du droit, on sort des références juridiques, et on fait référence à des principes généraux, tels que la dignité, qui ouvrent le champ à, au fond, toutes les incertitudes possibles. Donc, en effet, tout ça pour dire que je partage vos réflexions et votre magnifique tribune. Non, mais les Américains l'ont vécu avec, moi, ce que j'ai trouvé un débat absolument passionnant sur le fait de savoir s'il fallait sortir Trump des plateformes ou pas, par exemple, après l'assaut sur le Capitole. Mais c'était l'Amérique qui discutait avec l'Amérique. Tu as en germe, à un moment, tu ne sais pas pourquoi, des plateformes qui peuvent décider, par exemple, dans le débat qui agite la Pologne en ce moment, de sortir le président polonais des plateformes, parce qu'il considère qu'il n'est pas en accord avec la charte des droits fondamentaux. Je trouve que c'est bien effectivement de nous y faire réfléchir. C'est la zone grise, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui relèvent ouvertement de la justice. Incitation à la haine raciale, terrorisme, etc. Oui, il y a des sujets qui relèvent de la justice. Mais la zone grise est très large par définition. Et on voit bien dans le débat politique français que certains jouent de la zone grise de manière magnifique, en évitant les généralisations. Enfin, il y a plein d'astuces pour éviter. Donc on va de plus en plus être dans cette zone grise. Quand vous regardez a posteriori, 5 ans après le débat sur le Brexit, il n'y avait jamais des positions nettes et définitives. C'était tout dans l'allusion, c'était dans les insinuations, et on voit l'impact que ça a eu. Peut-être quand même un point. Ça délègue on pense en responsabilisant que effectivement ces plateformes, sauf que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, c'est-à-dire qu'un Facebook, un Google, un Twitter a des moyens absolument colossaux. Ça va en plus créer une barrière à l'entrée encore plus importante pour des nouveaux acteurs. Qui sont les nouveaux acteurs? C'est les acteurs européens. Et on a eu exactement le même phénomène avec le fameux RGPD, le règlement sur la protection des données, qui part d'une bonne intention, mais les grandes plateformes ont les moyens de le mettre en œuvre, ont les moyens de se défendre, mais c'est devenu aujourd'hui quasiment impossible, ou en tout cas très coûteux, pour une entreprise européenne, française, européenne, se lancer dans ce business-là. Donc il faut faire attention aussi aux effets de bord. C'est bien de mettre tout le monde à la même enseigne. En fait, il faudrait une approche différenciée. Alors, ils essayent, notamment, alors pour le coup, dans une deuxième réglementation du Digital Market Act, de distinguer des plateformes. C'était comme avec les banques, on les appelait systémiques. Voilà, hégémonique ou pas, quoi. Hégémonique, voilà. Après, qui c'est qui va déterminer cette liste? Et surtout, en ce moment, il paraît que le lobbying, les chevaux sont lâchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes plateformes tirent à boulet rouge, mettent massivement des moyens, font des livres blancs qui ont tous l'air très indépendants, mais qui sont en fait tous des outils de lobbying. Il faut bien. C'est là aussi peut-être la réforme de l'Europe dont on a besoin. C'est peut-être un tout petit peu plus de limiter le nombre de sujets abordés, mais être sûr que sur ces sujets-là, on n'est pas sur un débat techno, mais qu'on est vraiment. Mais juste un mot sur la techno, parce que quand même, alors j'ai entendu, sans doute tu l'as lu, moi j'ai pas encore eu le temps, mais je vais lire le bouquin de Paul Hermelin, patron historique de Capgemini. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Voilà, sur la science, mais c'est au cœur de ton truc. Mais j'entendais une interview de Paul Hermelin, mais brillante, où il décrit donc une France traumatisée du monde moderne. On a utilisé les sciences pour classer les gens. On a fait des mathématiques un outil de sélection et non un outil d'émancipation. J'ai trouvé cette phrase très juste. C'est très juste. Et c'est ça qu'on paye. Et un autre chiffre, donc, alors là aussi, je suis sidéré de la façon dont l'Éducation nationale arrive à présenter ça quand même. Donc, réforme du bac, réforme du lycée en 2019. T'es dedans, je crois. Je suis dedans. Enfin, François, mes fils sont dedans. Tes fils sont dedans. On choisit donc des options. Et il se trouve qu'à l'arrivée, oui, il y a effectivement pas mal de mômes qui choisissent option maths. Mais à l'arrivée, tu te retrouves avec une baisse de plus de 18% des heures de mathématiques enseignées. Et l'Éducation nationale, j'entendais un prof de maths à la radio dire « Oui, mais en fait, c'est très bien. » Parce que ça nous permet d'enlever des cours de maths tous ceux qui subissaient les cours, qui s'y intéressaient pas. De toute façon, pour eux, c'était du temps perdu, donc c'est très bien.
C'est terrifiant. C'est C'est terrifiant d'entendre On est ça. d'accord. En fait, on a totalement, et c'est dommage parce qu'on a plutôt un bon ministre. On a un ministre qui est resté 5 ans, ce qui est quand même assez rare dans la Ve République, un ministre de l'Éducation nationale. Et on a ce genre de déclaration qui montre qu'on n'a pas compris le monde dans lequel on est. On est de plus en plus, on revient finalement à ce siècle des Lumières où on avait besoin d'une éducation d'honnête homme ou d'honnête femme, il faudrait dire aussi aujourd'hui, où on doit donner les bases. Et aujourd'hui, les mathématiques, c'est absolument clé. C'est pas une option. Et effectivement, un prof qui n'a que des gens qui sont intéressés par un sujet, mais il voit ça comme une spécialité. Le paradoxe, c'est que ces profs Et il va même pas aller se battre pour essayer. Non, non. C'est-à-dire qu'il Mais mes deux parents sont perdu profs. la donc- bataille, quoi. mes deux parents sont profs, donc je suis très attaché à cet outil qui est l'éducation nationale. Mais je crois que quand vous voyez des profs qui ont vraiment la passion, c'est la passion de donner des clés pour le monde dans lequel ils sont. Ils sont pas là pour préparer des ouvriers, des techniciens, des cadres, Non. des ingénieurs. La spécialisation, elle va se faire, tout au long de la vie et beaucoup plus tard. Bien sûr. Et en plus, on est de plus en plus dans des données techniques qui sont de plus en plus Bien sûr. périmées. On en Mais il parle faut dans juste les aller émissions. chercher les gamins. Mais il faut leur donner la base, et c'est ça qui. une équation à une inconnue. Et pourtant, on a cette culture. Moi, je pense que tout n'est pas perdu parce qu'on a cette culture française de la culture générale. Il faut absolument qu'on retrouve ça et d'éviter des ultra spécialisations. Et ce système Je d'options peux te dire trop que. tôt, il est. Je peux te dire, ça va pardon, mais alors, radio grand public, je peux la citer, en l'occurrence RTL, radio que j'aime bien écouter le matin, mais la présentation, c'était très bonne nouvelle pour les maths. La présentation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le chapeau, le présentateur qui lance la courte interview, très bonne nouvelle pour les maths, machin, voilà ce que nous dit Jean-Michel Machepro, patron du syndicat des profs de maths. C'est formidable, parce que maintenant, on n'a plus les poids morts qui empêchaient tout le monde d'avancer, etc., etc. Je crois c'est aussi un sujet qui me tient à cœur, moi au sujet des parents enseignants. Ouais. Je crois qu'on paye. Je pense que c'est un sujet très, 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 très grave, très lourd, parce qu'au fond, c'est la culture scientifique et littéraire, et autres d'ailleurs, des générations qui viennent. Quoi. Je crois qu'on paye 20 ans, 30 ans de renoncement, de préoccupation excessive parfois en termes d'égalité pour tous les enfants, pour que certains ne soient pas en difficulté, alors que d'autres s'en sortent mieux, etc. Et de paupérisation de la fonction. Et de paupérisation de la fonction, des multiples aussi, sujets. hein, quand Mais même, surtout, moi je dirais, l'essentiel, enfin me semble-t-il, hein, on ne parvient plus à faire rêver autour d'une littérature, autour de mathématiques, pourquoi pas, autour de la physique. Si vous voulez que des enfants aillent vers quelque chose et fassent des efforts pour ça, il faut leur dire que le point d'arrivée, il est pas mal. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça marche dès la primaire, ça marche. C'est marrant, ça nous ramène au etc. début de notre discussion sur des responsables politiques qui C'est doivent vrai. donner une C'est direction. Hein, c'est Et je intéressant. pense que le principe historique de la méritocratie républicaine n'était pas si mal que ça. C'est au fond en désignant un chemin, peut-être en mettant des œuvres. Il y avait autrefois, ça existe toujours bien entendu, des œuvres d'anthologie, littérature, de poésie, etc. On pourrait imaginer aussi des anthologies scientifiques et dire à des enfants, ben voilà, c'est ça, c'est vers ça que c'est ce patrimoine-là que tu dois acquérir. Et d'une certaine manière, si tu y arrives, on te donne des points. Bon, alors j'entends toute une série de pédagogues très éminents. Attends, on va mettre, puisqu'on en parle, mettons en image One Piece, donc le tome 100 du plus célèbre manga de l'histoire. Donc voilà, One Piece, tirage 250 000 exemplaires en France. En grande partie grâce au Pass Culture. Donc 300 € à dépenser pour les jeunes qui atteignent 18 ans, à dépenser dans le secteur culturel, et la moitié de cette somme. C'est quand même une histoire, j'ai fait le calcul rapidement, hein, mais c'est quand même une histoire de 200 millions d'euros par an quand même. C'est pas tout petit. Et donc la moitié de cette somme, alors l'éditeur Glénat, très bien, bravo, hein, voilà, on est ravis pour eux, mais la moitié de cette somme part en manga. Et toi, tu dis, c'est pas possible. Moi, j'avoue que Non, je sais pas quoi penser de cette Je ne dis histoire. pas donc, que c'est pas possible. Alors, lâchons-nous un peu. Je trouve ça scandaleux. D'accord, et ben voilà. Je trouve ça scandaleux. Quand je disais tout à l'heure, on paye 30 ans on a eu tout un courant de pensée qui considère que tout se vaut et que toutes au fond, les enseignements et les cultures à atteindre, qu'elles soient encore une fois scientifiques, littéraires, etc., se valent. Moi, j'ai appris ça quand j'étais étudiant, donc c'était il y a très très longtemps, voyez-vous. Déjà, on m'apprenait que, au fond, un livre de littérature classique était à considérer avec le même respect qu'un livre, je me souviens, je cite, de recettes de cuisine. Bon, c'était une prof d'histoire géo qui me racontait ça, c'était le début des années 90. Et je comprends la logique du respect de toutes les cultures, elle est tout à fait louable. Mais si on veut transmettre quelque chose en priorité,
Et je pense qu'il est quand même préférable, malgré tout, de transmettre Victor Hugo plutôt que les mangas, même si les mangas sont tout à fait louables. Mais on peut lire des mangas chez soi, l'un n'empêche pas l'autre. Si on veut transmettre Victor Hugo, il faut expliquer que Victor Hugo est une œuvre formidable et que donner envie d'aller lire Victor Hugo et puis dresser un chemin, en effet, de reconnaissance pour celles et ceux qui lisent Victor Hugo. Mais l'idée a priori selon laquelle, pour un enfant, il peut au fond accéder à tout ce qu'il veut de manière indifférenciée et que rien n'est préférable à autre chose, je pense que c'est une source de démotivation extrêmement profonde et même de désengagement. Et je pense même, pour aller au fond de ma pensée, qu'on ne rend pas service aux enfants qui sont peut-être les plus lointains par rapport à la culture classique. Si on leur dit « c'est pas grave, au fond, fais ce que tu veux », je pense qu'on ne leur ouvre pas la voie. Vous savez, il y a ce merveilleux texte de Saint-Exupéry qui dit « c'est Mozart qu'on assassine ». C'est un peu ça, je pense que c'est Mozart qu'on assassine. André, tu es d'accord? Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le digital, où en fait vous voyez que les grands patrons de la Silicon Valley, jusqu'à l'âge de 6 ou parfois certains jusqu'à l'âge de 10 ans, leurs enfants ont interdiction stricte d'utiliser des tablettes. Enfin, vous voyez, t'as raison, mais c'est pas une légende ça, j'avais vu ça. Non, c'est pas du tout une légende. Quel exemple magnifique. Et en fait, c'est exactement, c'est tout à fait exact, c'est que à nouveau tout le monde n'est pas égal. C'est-à-dire que ceux qui en ont le plus besoin vont être complètement laissés libres et à eux-mêmes et n'auront pas la possibilité de choisir, de donner ses priorités, d'acquérir ce corpus essentiel. Ça, et vous allez voir à nouveau que des familles aisées, elles vont insister pour que le corpus de base, et si celui-là est maîtrisé, il y aura les mangas en plus. Pourquoi pas? Il ne faut pas commencer à... Et c'est là le rôle de l'État. En fait, vous voyez ça sur la recherche, qui, comme vous le savez, est mon sujet de prédilection. Vous le voyez sur l'achat public. L'État a cette capacité d'orienter, de mettre des priorités. Donc il faut que ces 300 € ne doivent pas être laissés libre cours. Il faut qu'on s'assure que ce qui est essentiel pour un État, notre culture, notre vivre ensemble, soit sécurisé. Ensuite, qu'il y ait une marge et qu'on incite et qu'on donne 300 € de plus à ceux qui en ont vraiment besoin, pourquoi pas? Et qu'ils achètent des mangas avec ça, why not? Mais il faut pas considérer que tout le monde a les mêmes points de départ, parce que c'est faux. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est qu'avec ça, en fait, on va encore plus augmenter, peut-être même, la différence entre justement ceux qui sont des bons élèves en maths, qui font plaisir à ce monsieur, qui fait, je pense, qui fait pas honneur à l'éducation nationale. Je le dis moi aussi de manière très directe, parce que le rôle d'un prof, c'est pas de travailler pour les meilleurs. Les meilleurs, ils se débrouillent tout seuls, hein. Mais c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas, comme aujourd'hui, 150 000 personnes qui sortent de notre système éducatif sans aucune formation. C'est 20 ans que ça dure. Hein. Ouais. 20 ans que ça Donc dure. Ça commence à cumuler. Hein. Exactement. Ils sont même sortis de toutes les statistiques, là. C'est-à-dire, au bout de 20 ans, donc comme ils ont jusqu'à 29 ans, tu as à peu près... C'est les zombies de la République. Et là, exactement. C'est les zombies de la République. 2 millions, 2 millions et demi, 3 millions. Ouais, tout à fait. C'est top parce que tu m'as donné un nouvel argument pour reprendre le débat à la maison que j'avais lourdement perdu sur cette histoire. Et donc, je vais pouvoir le relancer avec un argument formidable. Cela dit d'ailleurs en plus, assez peu finalement, ce passe culture est assez peu connu par les jeunes gens. Et donc, ça fait partie, mais ça aussi sera un sujet. Je crois qu'il y a une note du Conseil d'analyse économique là-dessus. Sur non seulement ils décrochent, mais décrochent même de tout ce à quoi ils ont droit. Voilà. Merci, chers amis. Nous, on se retrouve lundi, et puis demain, évidemment, c'est Aurélie Planex. Salut, à lundi.